Ce qui est le fun à conduire sur ces voitures-là, c'est qu'il n'y a aucune assistance électronique. Donc, quand tu es en virage, c'est toi, tu dois apprendre à la conduire, cette voiture-là. J'ai confiance en la voiture, elle va bien. On l'a essayé un petit peu dans le quartier, là, puis elle allait bien. Donc là, on l'essaye sur la piste pour voir si tout marche bien. Hey, je vais niquer ma permanente, moi, avec ces conneries-là. Ben, c'est ça, c'est une auto qui pardonne pas beaucoup. C'est une auto qui est justement un peu plus dure à conduire qu'une voiture standard. C'est ça qui est le fun. Les autos modernes, tout le monde a amené à conduire ça. Tu sais. Tu donnes ça à n'importe qui, puis une Porsche neuve, là, puis ça va aller en ligne droite, puis ça va tourner à peu près tout seul. Mais ça, c'est un peu plus rigolo. C'est plus le fun. Ben, elle va bien, hein? Elle va très bien. Elle tire à gauche! Puis c'est ça qu'on cherche. On ne fait pas des voitures pour que tout le monde puisse la conduire. On la marie souvent avec le propriétaire. L'argent, là, tout le monde peut en avoir. Mais après, la passion, c'est vraiment pas donné à tout le monde de l'avoir. On peut tous faire de l'argent avec tout ce qu'on veut, mais la passion d'avoir des voitures, je pense qu'elle est personnelle. Cette semaine, Dan craque pour le son d'un gros V8 Wildcat 401. C'est quand il vient bas, là, ça coche comme un Harley. Fred et Ted y pensent à deux fois avant de se lancer dans un projet de restauration. Tout le monde a une belle voiture, puis quand elle est décapée, c'est plus une belle voiture, c'est une belle poubelle. Leur plaisir, ça devient mes cauchemars, donc... Et Pierre évalue une étonnante Mustang Shelby 1968. Je dirais qu'au Québec, une Shelby non restaurée, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai jamais vu. Dans cette émission, 4 mécaniciens automobiles chevronnés retapent des véhicules en faisant preuve d'imagination et d'originalité. Il s'agit de Dan, Fred et Ted. Et Pierre. Voici À fond la caisse. Pierre conduit sa voiture dans un quartier résidentiel, puis se gare devant une maison. Les voitures anciennes que Pierre évalue au quotidien sont généralement restaurées ou modifiées au fil des ans par leurs propriétaires. Les spécimens d'origine, les survivors comme on les appelle dans le métier, sont plutôt rares et très recherchés par les collectionneurs. Oh, salut, Jacques. Salut, Pierre! À quoi en retard? Comme ça, une valise désirée. Ah, c'est le fun, ça. Surtout quand j'ai évalué des belles voitures. Ben oui, c'est ça. Hey, Shelby GT 350 68, la Capulco Blue. Ouais. Hein? Ouais. Avec les enjoliveurs d'origine au lieu des roues stylisées. Exactement ça. Hey, c'est assez rare. Elle est sortie exactement comme ça. OK, super. En 1965, la compagnie Ford demande à Carroll Shelby, un des plus célèbres pilotes de course de son époque, de produire pour elle une version plus musclée de sa Mustang de série. En 1968, Ford reprend à son compte la production de la Mustang Shelby GT 350. Pierre Grenon. Premier coup d'œil, Jacques, ça me semble une auto non restaurée. Elle a juste été repeinte. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Mon œil est bon encore. Ouais, c'est encore pas payé, pas un vieux. Fait que moi, je voulais avoir une voiture avec une histoire. Puis t'en as pas beaucoup de voitures avec des histoires dans le marché. Fait que c'est pour ça que je me suis en allé vers la Shelby. Puis je voulais avoir un modèle très précis, je voulais la 350. Parce que c'est la 350 68 qui avait été designée par Carroll Shelby au complet. Puis, un petit nombre de véhicules qui ont été faits. Quand je l'ai fait évaluer aux États-Unis, ils m'ont dit, écoute, c'est un Survivor, il en reste peut-être 10 au travers du monde dans l'état de ton auto. Je dirais qu'au Québec, une Shelby non restaurée, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai jamais vu. La majeure partie des Shelby que j'ai évaluées, c'était des voitures qui avaient été restaurées. Moi, je voulais une originale. Mais mettons que dans le marché, ça ne mouille pas les originales. Et voilà. Des Mustangs comme celle de Jacques, Ford en a produit 1657 exemplaires en 1968. Elles sont toutes équipées d'un nouveau moteur V8 de 302 pouces cubes d'une puissance de 250 chevaux.
Tu savais, Jacques, que les capots étaient fabriqués en Ontario? Oui, Pour Carroll oui, Shelby? oui. J'ai remarqué aussi que la voiture, elle avait le tilt-away. Oui. Donc, le volant, il s'en vient comme ça. Et quand on descend de l'auto avec le système de vacuum ici, le volant, il s'en va de côté pour te permettre de pouvoir descendre la voiture. Fait que c'est vraiment ingénieux. Puis, c'était unique au Mustang, si on veut, là. La Mustang bleue roule dans la rue. En 1968, le prix de vente d'une Mustang standard se situe entre 2500 et 3000 $ selon le modèle. La Shelby GT 350, elle, se vend 4200 $. Pierre est assis du côté passager. C'est fun. Faire un tour d'une Shelby, là, c'est toujours un plaisir. Ah, il y en a qui, pour eux autres, c'est un rêve pour faire un tour d'une Shelby, là, dans les années que Carroll Shelby les faisait. Depuis que j'étais petit, je voyais des Mustangs et tout ça, mais c'était rare, les Mustangs, puis quand on commençait à sortir des Shelby un petit peu, on n'en voyait pas beaucoup. Puis à mesure, j'ai dit, un jour, j'en aurais bien une. Fait que j'ai commencé à avoir des Mustangs. Puis après ça, parce qu'on sait très bien qu'une Shelby une 68 comme ça, ça se donne pas. Et je dirais que cette voiture-là, une GT350 dans cet état-là, ça vaut 175 à 200 000 canadiens, peut-être même un petit peu plus. Au Dan's Rod Shop, un hot rod Ford est monté sur un élévateur. Dans son atelier de Saint-Philippe, en Montérégie, Dan et son équipe mettent la touche finale à un magnifique hot rod Ford 1930. Quand on l'a eu ici, c'était une voiture d'origine, restaurée, d'origine avec les petits 4 cylindres. Dans le fond, on l'a transformé en hot rod. Puis on a fait quelques modifications sur la carrosserie. On a mis aussi un moteur 401 que le client désirait avoir. C'était son choix. L'idée, c'est d'aller chercher un peu ce qui se faisait à l'époque. Gros moteur, petite carrosserie. C'est comme ça qu'est né le phénomène du hot rod au début des années 50 aux États-Unis. Fait que je prenais les moteurs qu'il y avait quand ils sont venus de la guerre ou ce qui était disponible à l'époque. C'est même dans les années 50, il y avait quand même des beaux moteurs. Puis ils greffaient ça justement dans les plus petites carrosseries possibles. Justement pour avoir de la performance sans que ça soit trop de dépenses. Ces gars, ils sont venus, ils ont tout décassé là, quasiment. Là. Le hot rod est un univers de passionnés. Il faut l'être pas à peu près parce que qui dit hot rod dit travail artisanal et débrouillardise. Là, je suis en train de rediriger la sonde pour l'huile de la transmission. Parce que ça va bien en transmission, ça va bien en haut, mais ici, on tombe dans le mur anti-feu. Faut qu'il plie encore un petit peu plus haut. Vous avez la braquette. Parce que là, on est à la bonne angle, regarde. Ici, on est bon, c'est juste qu'il faut qu'il recule. Si on regarde au-dessus, il touche encore ici. Fait qu'on va lui faire on va le contourner un peu plus. Dégager un petit peu plus le plancher. Cette voiture-là, Dan l'a construite avec tout son savoir-faire et c'est certain qu'elle va être agréable à conduire. C'est sûr plus le véhicule qu'il y avait quand il l'a emmené original. Puis en plus, il y a de la performance. Mais avant de l'entendre démarrer, il reste encore pas mal de choses à faire, comme poser tout le système d'échappement. Ça passe en dessous, collé après les tubes de différentiel. Ce qui reste, ça, mettre les huiles, refroidissant, Dan réfléchit. puis tourner la clé, en espérant que tout va bien aller. Du côté de F&F Fabrication, Fred ouvre la portière d'un camion. Un camion d'un ami? Ben oui, même les gars calés en mécanique ont parfois des problèmes de mécanique. Il y a 2 jours, le différentiel du Rat Rod Ford 1951 de Fred a donné son dernier show de boucan. Mettons qu'il n'était pas vraiment prévu pour faire des burns. Mais ils l'ont fait, mais jamais longtemps. Donc là, du coup, il est mort ici. Il est mort juste là. Donc là, il faut absolument qu'on aille en chercher un. Fred et Ted roulent à bord du camion. Quand vient le temps de trouver une pièce pour un véhicule ancien, il n'y a pas meilleur endroit qu'une cour à scrap. Un centre de recyclage d'auto, comme on les appelle aujourd'hui. Ils atteignent le centre de recyclage d'auto. Les Dumoulin, c'est 3 générations de passionnés qui sont dans la business des vieilles pièces depuis plus de 50 ans. Salut! Ça va? Hello! D'accord? Ça? Salut, Dan. Salut, Dan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez cassé plutôt? C'est ça. C'est toujours la bonne question. J'ai cassé le différentiel sur le camion. Dis-nous, t'en as. On devrait avoir ça. On devrait avoir ça. La cour est remplie de vieilles voitures et de pièces automobiles. La cour à scrap des Dumoulin est connue de tous les bricoleurs de vieux chars de la province. Et comme à chaque fois qu'ils mettent les pieds ici, les gars ne savent plus où donner de la tête.
Ça, c'est les modèles les plus rares que tu as. Non. Non. On a de la place. Ouais, c'est bon, moi j'ai trouvé. Ce qu'on aime aussi, c'est trouver des vieilles pièces qu'on trouve pas nulle part. Donc, du coup, on vient ici. C'est un poste, Ted. Il est fixé où? Sur la porte et puis sur le montant de porte en haut. Ouais, comme ça. Parfait, ça. Ah, on va te montrer ça, mon gars. Daniel sait que le différentiel dont Fred a besoin se trouve sous le vieux Oldsmobile 1987. C'est la même chose que Joey avait. Tu vois, celui-là, il est pas facile, lui. Celui-là, il doit être en bonne état. Ouais. Je sors à peu près avec la main, ils sont pas trop maganés. On va pouvoir réparer le camion. Pas si vite, Ted, Fred a soudainement un doute sur la taille du différentiel. C'est surtout la largeur qui est importante dans les différentiels parce qu'il y a comme une dizaine de largeurs disponibles. Puis c'est à partir de là qu'on n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Après la pause, Jacques fait bondir le moteur de sa voiture. Ben ça, c'est vraiment le cœur de l'auto. Ben oui. Un jeune mécanicien enroule un tuyau de ruban adhésif toilé. Il faut pas nécessairement être fou pour fabriquer des voitures à la main, mais ça aide. Chaque composante doit être ajustée selon les besoins mécaniques et la forme du véhicule. Ben non, on le coupe ici, on le fait pivoter. À la première installation, on était correct, mais là, on a je ne sais pas pour quelle raison, peut-être en le soudant, peut-être, là, il a perdu un peu. Fait que là, il faudrait le dégager un peu du plancher. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire la section qu'on vient de poser, on va la couper, on va faire pivoter le bout qui gêne, on va attaquer ça, puis on continue. Moi, je serais beau de même en haut. Parfait. Toi, Ouais. joint. Ouais, mon joint est bien beau. On va le taquer là, de bord. Muni d'un casque de protection, Daniel fait de la soudure. C'est le fun quand t'as un tison qui te rentre dans l'oreille. Ouais, ça, c'est... Hein? Les gants, ça me prend, c'est un casque. Dan tient à ce que chaque voiture qu'il fabrique dans son atelier soit techniquement dans les normes, mais aussi esthétiquement parfaite. Baisse un petit peu. Baisse. Un mécanicien met en place une pièce. Moi, je trouve ça bien correct. C'est Sais-tu qu'est-ce qui trompe l'œil? C'est que le cochon, il est offset. Ça trompe l'œil. Va le voir là-bas. Ton œil de pas frais. Ah oui. Lui, il voit rien. Il va dire c'est beau. Je suis positif, moi. C'est pas pire. Je trouve ça bien beau de même. C'est juste de mettre les braquettes en conséquence. L'action se transporte chez PG Évaluation. Une voiture décapotable noire à la capote relevée est garée dans une entrée. Connaissant la passion de Pierre pour les voitures, Jacques est bien fier de lui montrer son Aurora GRX. Entièrement fabriquée en Ontario entre 1980 et 1991, l'Aurora est une réplique de la légendaire Cobra 289, bolide de course construit par Carroll Shelby au début des années 60. L'intérieur, les sièges en cuir, l'air conditionné, les vitres électriques. Ça fait que c'est une voiture qui est très, très utilisable. La plupart des ici Cobra de reproduction, t'as pas de toit, t'as pas de vitre, il n'y a pas d'air climatisé. Non, il y a rien. Bien souvent, il n'y a même pas de chaufferette. Ouais, c'est ça. L'avantage d'un Aurora, c'est que la voiture est tellement modernisée, puis c'est fabriqué en usine, donc elle devient très fiable. Tu sais. De toutes les grandes classiques, la Cobra est celle qui inspire le plus de répliques à travers le monde. À elle seule, l'usine ontarienne en a produit 181. Jacques démarre l'Aurora GRX. Wow! Pierre l'observe. Beau son d'un petit bloc Ford. C'est ça, exactement. V8 Ford 302 PC, 5,0 litres, 250 chevaux. Ben ça, c'est vraiment le cœur de l'auto. Ben oui. Ça va être vraiment le fun à rouler. Ça ronronne. De la fumée sort du tuyau d'échappement. Vraiment un beau son, là. Chez ATF Fabrication, Ted est couché sous le Hot Rod Ford 1951 avec ses outils. De retour à l'atelier, Ted s'attaque tout de suite au vieux différentiel du pick-up de service. Ça presse, d'autant plus que Fred soupçonne que le nouveau, acheté le matin même à la cour à scrap, ne soit pas pareil au vieux. Ted Lomet. Fred, là, il m'a laissé comme d'habitude. Dans le job, parce qu'il casse, mais il répare pas. On va voir Ted. Je sais pas où il en est. Le timing de Fred est parfait. Ted a justement besoin d'un coup de main. Yo. Ça va? Ouais. Fred s'agenouille près de la camionnette et il retire le différentiel de vitesse. C'est définitivement pas une manœuvre qui demande beaucoup de délicatesse. C'est maintenant le moment de vérité. Est-ce que le nouveau différentiel va faire l'affaire? Dès le premier coup d'œil, le verdict tombe.
Les différentiels sont côte à côte. C'est pas le bon. J'ai pas la braquette qui va ici. C'est bon. Là non plus, sont pas au bon endroit. Ça, c'est les aléas des voitures anciennes. Parce qu'il y a tellement de pièces qui existent, tellement de morceaux, puis quand tu fais des fitages comme ça, t'es jamais sûr de tomber sur exactement les mêmes. Donc là, c'est ça, c'est pas le bon. Ça va aller à demain. Demain, c'est un autre jour, hein? Grand philosophe devant l'éternel, Fred sait bien que l'erreur est humaine, surtout quand il s'agit de vieilles mécaniques. 2 jours plus tard, le vieux Ford 51 reprend du service. Fred et Ted ont rendez-vous avec un gars qui a un projet à leur proposer. Ils serrent la main d'un jeune homme qui les conduit dans un garage. Et le voilà, en toute sa beauté, La bête. Il est pas mal démonté. en étant un carcasse. Là, on vient évaluer la voiture. Parce que lui, la voiture, il l'a en fait strippée complètement, puis il veut la repeindre et refaire une restauration dessus, au niveau de la tôle et tous les petits bobos qu'il pourrait y avoir sur les 911. Fred y pense à 2 fois avant d'accepter un projet. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, j'arrive pour voir des projets, puis c'est absolument pas ce qu'on va parler. C'est des belles voitures, tout le monde a une belle voiture, puis quand elle est décapée, c'est plus une belle voiture, c'est une belle poubelle. Donc ça devient... leur plaisir devient moi. Leur plaisir, ça devient mes cauchemars. Donc si le véhicule et le projet me plaît pas, et qu'il y a trop de travail pour le prix que le véhicule vaut, je dis souvent aux gens de laisser tomber. Pour éviter les mauvaises surprises, Ted et Rémi inspectent de plus près la carrosserie. Regarde ici, t'as vu? C'est poussé là. On sait, mais regarde, on dirait que ça a été camouflé. Re-shooté. Ouais, ici aussi, regarde. Tu vois, toute la partie là, c'est complètement gonflé. Ted s'éclaire avec son cellulaire. Malgré son âge et quelques rides, la Porsche est encore séduisante. Ouais, il y a juste le bloc avant qui est pas beau. Ouais, les ailes, c'est pas le hein. Ça n'avait pas de quoi à quoi s'attendre, je pense. Je pense qu'il ne s'attendait pas à voir la voiture tant démontée et puis le voir en cet état-là. Ça, jusqu'à maintenant, il y a 0 sablage. Tout avec un scraper du décapage. Vous avez passé le métal. La brosse métallique. Tu peux l'enlever, ça, tu l'enlèves à la brosse. Tu sais, une brosse métallique. Ouais. Sans grinder. Elle a eu des modifications il y a peut-être au moins 15 ans en arrière. Les ailes arrière ont été élargies en fait, pour donner un look turbo. Il a déjà une grosse partie des étapes de fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'auto. C'est pas juste quelqu'un qui fait faire le travail. Après la pause, chez Dan's Workshop. Ta ligne coule toute au bord. Il y a juste à taille ici, le long du tuyau, là. À l'atelier de Daniel Raymond, le Hot Rod Ford au phare rond est peint en noir. Journée bien spéciale aujourd'hui chez Dan's Rod Shop. Le hot rod sur lequel les gars travaillent depuis plusieurs mois va faire entendre pour la première fois le son de son moteur. Un gros Wildcat Buick de 401 pouces cubes. J'ai hâte d'entendre le son. Dan fait le plein d'essence. Start-up, des fois ça va bien, d'autres fois ça va mal. Mais c'est le fun de voir toute ta création arriver à terme puis de dire bon, mais regarde, là, le véhicule est fini, là, c'est vrai, on fait des petits road tests avec, puis le client le prend en main, puis go. Fait qu'on est rendu là. Ah ouais, on fait péter ça. Les gars amorcent le moteur avec un peu d'essence versée directement dans le carburateur. Mais il faut faire attention au retour de feu. Le backfire, c'est quand il y a juste de l'air, pas de gaz. Ça fait un backfire. Mais moi, si j'arrive avec mon gobelet de gaz puis il me fait un backfire, mon gobelet aussi va s'enflammer. Très mauvais pour les sourcils et les cils. Voyons. Roger Fournier démarre le moteur. Oh oh, Roger vient de voir un problème. Ça coulait du tube, Roger, ou? Ça coulait, de ce que j'ai vu, là, ça sortait entre le tube et la fétine. Là. Ça c'est des compressions, ça, hein? Ouais, peut-être pas à côté, mais... Il y a juste sorti ici, le long du tuyau, là. La ligne à essence a une fuite, mais Roger règle ça en 2-3 tours de clé. Derrière le volant, un jeune mécanicien démarre le moteur. Dan lève les pouces en l'air, puis fait signe au mécanicien de donner moins de gaz. Ça l'impose. Tu sais, quand il vient bas, là, ça coche comme un Harley. T'entends une explosion quasiment, là. Ouais. Ah, c'est beau son, il va être écœurant. Ça paraît le 400. Ah ouais, toi, très toute beauté. C'est sûr que quand le moteur a du cubage, le son est tout le temps beau. C'est un moteur qui n'a pas beaucoup de cubage, une petite cylindrée, ça sonne plus comme un hardware électrique, tu sais, là. Tandis que quand il y a du cubage, c'est un son
de base, là, riche. Le son, il chante pas pareil. Là, là, c'est pas, ça fait un son comme un peu comme un hors-bord. C'est un son plus enveloppé. Du côté de FF Fabrication, Fred, Ted et Rémi examinent la Porsche 911. L'inspection de la Porsche terminée, et avant de conclure l'affaire, les gars de FNF s'assurent de donner l'heure juste au client sur l'état de sa voiture. Elle est super acceptable. C'est une voiture qui est assez propre, qui n'a pas trop de corrosion. C'est une voiture qui n'a pas l'air d'avoir été